Dénonce l'islamisation de la France et le bilan de François Hollande. Il accepte de s'exprimer sur l'aimant bleu. Nous l'avons rencontré mardi au Beau Rivage de Genève. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. François Hollande a été décoré hier soir du titre d'homme d'État de l'année, c'est mérité? On ne sait pas si on doit en rire ou en pleurer, c'est un peu dérisoire. On ne sait pas d'ailleurs quel est ce club qui a remis ce titre. Enfin, tout ça ne veut rien dire. Tout ça est... On est dans la dérision, quoi. Homme d'État de l'année, pourquoi pas champion du 100 mètres nage libre. Non, mais c'est vrai, c'est n'importe quoi, quoi. Donc bon, pourquoi pas. Ça lui fait plaisir au moins. Votre livre, Un quinquennat pour rien, pourquoi ne pas l'avoir appelé finalement Des quinquennats pour rien? Alors là, vous touchez juste parce qu'on a songé à l'appeler encore un quinquennat pour rien. Donc vous voyez, vous n'étiez pas loin. Effectivement, on pourrait même dire, ça demanderait une réflexion presque institutionnelle, et moi qui ai voté contre la suppression du septennat, on pourrait même dire que depuis qu'il y a des quinquennats, les présidents ne servent plus à rien. Il y a sans doute un lien. Parce que ça les transforme en Premier ministre, parce que c'est depuis le temps que l'Union européenne prend de plus en plus de compétences, etc. Enfin, la discussion serait trop longue. Mais effectivement, on aurait pu titrer rien que des quinquennats pour rien, ou etc., etc. Vous parlez certes de François Hollande, mais le titre est un peu trompeur. C'est plutôt un pamphlet contre ce que vous considérez comme l'ennemi de la France, l'islam. Alors, c'est les deux choses. En fait, vous avez vu, il y a un bandeau qui est chronique de la guerre de civilisation. En fait, on a voulu faire deux choses. Peut-être qu'on a été trop ambitieux, mais ce qu'on voulait montrer, c'est, avec l'éditeur, on a songé à ne publier que le texte d'origine, le texte de préambule, qui aurait pu faire un livre à soi tout seul. On a voulu donner plus aux gens et donner à la fois les chroniques sur quasiment tout le quinquennat et en même temps ce texte qui est une espèce de mise en perspective des années qu'on vient de vivre. Et vous avez tout à fait raison, ce texte se suffit à lui-même. Et c'est un texte qui est d'ailleurs intitulé « La France au défi de l'islam » et qui explique justement en quoi la France est mise au défi par l'islam, non pas l'islamisme, non pas l'islamisme radical, tous ces mots qui ont été inventés pour dissimuler la réalité et pour fausser le diagnostic. Mais si on regarde, vous écrivez « L'islam est incompatible avec la laïcité, avec la démocratie, avec la république laïque ». L'islam est incompatible avec la France. Oui. On fait quoi? On interdit l'islam? C'est très simple. L'islam est incompatible, je peux vous détailler. L'islam est incompatible avec la laïcité parce que l'islam n'a jamais connu la laïcité, ne connaît pas la séparation entre le privé et le public, entre l'État et la religion. Première étape. L'islam est incompatible avec la démocratie parce qu'il estime que l'autorité et le pouvoir vient de Dieu. Et la démocratie, c'est, comme vous le savez, le pouvoir du peuple, comme vous le savez encore très bien en Suisse. Il est incompatible avec la République parce que la République, c'est l'indépendance de la nation et que l'islam est une nation à elle toute seule. Parce que l'islam n'est pas seulement une religion, c'est notre erreur à tous. C'est que nous pensons la religion en termes chrétiens. Or, l'islam n'est pas qu'une religion, c'est-à-dire des rituels et des prières. Alors on fait quoi? On interdit l'islam en France? Attendez, je finis. L'islam est un régime juridique, est un droit, et est une nation, est une civilisation, qui impose à ses pratiquants qui impose des obligations pour le moindre moment de sa vie. Donc tout ça fait que, effectivement, l'islam est incompatible avec la France. Je vous rappelle que l'islam veut dire soumission et que la France vient de franc, qui voulait dire libre. Donc vous voyez, il y a une incompatibilité totale qui est réduite par l'histoire. L'islam, c'est aussi la paix. Comment? L'islam, c'est aussi la paix. Ah oui, vous avez tout à fait raison, parce que on m'a longtemps suggéré ça, on m'a longtemps indiqué ça, que en fait l'islam a un double sens. C'est la soumission et c'est la paix par la racine salam. Et en fait, je crois avoir compris cette double signification, c'est que on a la paix que dans la soumission à l'islam. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. L'islam nous a déclaré la guerre parce que nous ne sommes pas soumis complètement à l'islam. Et d'ailleurs, vous remarquerez que depuis 1989, les frères musulmans ont décrété que la France était terre d'islam. D'ailleurs, Tariq Ramadan le dit quasiment crûment. Donc, si vous voulez, nous avons là une civilisation qui en défie une autre. Le mot guerre, vous l'avez employé, vous l'employez dans ce livre, guerre de civilisation. Le mot est fort, votre pays a traversé plusieurs guerres. Pourquoi celle que vous décrivez ici est plus grave que les autres?
Pour l'instant, en termes de mort, elle n'est pas plus grave. Vous savez, les guerres de l'Empire, de la Révolution, la guerre de 14-18, la guerre de 39-45, tout ça nous a coûté beaucoup plus de morts. Là, aujourd'hui, nous sommes dans une guerre qui change complètement de nature. Les guerres que j'ai indiquées sont des guerres entre nations, qui sont issus du régime de Westphalie, c'est-à-dire entre États-nations précisément. C'est-à-dire que nous avons des États qui incarnent des nations et qui se font la guerre pour savoir quelle sera la plus puissante, qui dominera l'autre, qui dominera le continent. Nous avons en gros, en 3 siècles, eu un grand affrontement. Ici, vous étiez au balcon de cet affrontement, c'est-à-dire entre les 3 grandes nations européennes que sont la britannique, l'allemande et la française. Et nous avons eu, depuis 3 siècles, un affrontement pour la domination de l'Europe et du monde. Cet affrontement s'est fini par l'effondrement des 3 nations. Voilà. Comme ça, c'est simple. Et nous sommes tous sur protectorat américain qui est venu, tel le Deus ex machina, régler tout. Aujourd'hui, nous avons un autre type de guerre, qui est le retour à une guerre pré-westphalienne, avant le traité de Westphalie, qui revient au Moyen-Âge, qui est une guerre qu'on a connue au 8e siècle, qu'on a connue au 9e siècle, qui est une guerre faite de razzias, faite d'actions ponctuelles, qui ont très bien connu, qui ont très bien agi, qui ont très bien fomenté les tribus arabes au 7e siècle, au 8e siècle. Et nous revenons peu à peu à cet affrontement entre l'islam et la chrétienté, et en particulier entre la France, parce que, je l'explique dans mon texte, la France est le cœur de la chrétienté. Depuis toujours, c'est de la France que soit l'islam a attaqué, soit il a été attaqué. Hein, je refais cette historique, etc. Donc là, il y a un conflit millénaire qui simplement renaît de ses cendres. Pour en revenir à l'identité, dont vous parlez aussi abondamment dans ce livre, il y a la question des prénoms. Respecter la culture française, c'est donner des prénoms français. Vous le dites, le contraire, c'est s'éloigner de la France. C'est colonisateur d'appeler son fils Mohamed. Alors, vous réduisez ma pensée. C'est simple. Il y a eu en France, d'abord, la France a été évidemment une terre chrétienne, faite par l'Église, façonnée par l'Église et les rois qui étaient oints par l'Église. Donc ça, c'est indéniable dans l'histoire. Deuxièmement, à partir de la loi du 11 germinal en 11, donc c'est bien sous la Révolution, avec Bonaparte à sa tête, on est en 1803, il y a une obligation de choisir les prénoms de ses enfants dans le calendrier, donc le calendrier des saints chrétiens. Abrogée aujourd'hui, cette loi. Abrogée depuis 1993. Et on y reviendra, si vous voulez. Moi, je suis pour le rétablissement de cette loi. Je pense que cette loi a été une des causes qui ont permis l'assimilation des populations venues de différents pays, les Italiens, les Espagnols, les Juifs d'Europe centrale, les Russes, etc. Tous se sont pliés à cette règle. Il n'y avait pas de police des prénoms, comme l'a dit un homme politique français. Il y avait simplement une pratique et avec la volonté des populations étrangères de s'assimiler au corps du peuple français et de montrer que leurs enfants participeraient et deviendraient partie intégrante, s'agrégeraient à ce peuple français dans son histoire millénaire. Parce qu'en donnant un prénom à son enfant, on adopte l'histoire du pays. On ne s'appelle pas Thibaut. Si on s'appelle Thibaut, ça veut dire que c'est Thibaut des croisades. Si on s'appelle Mohamed, c'est Mohamed, le prophète, et ce n'est pas la même tradition, ce n'est pas la même civilisation. Mais ce n'est pas une allégeance à Daesh que d'appeler son fils Mohamed. Je n'ai jamais dit ça. Vous savez, Daesh, c'est anecdotique. C'est une allégeance, au contraire, à la civilisation islamique, la civilisation coranique. C'est un prénom coranique. Mais pour vous, Omar Sy, Zinedine Zidane, Jamel Debbouze sont moins français? Mais c'est une question qu'on me pose toujours. La réponse est assez simple. Il y a le sociologue Philippe Diribarne distingue entre le corps politique et le corps social. Le corps politique, c'est le droit, la nationalité, etc. Effectivement, pour ce corps politique-là, pour le droit, pour la nationalité, le droit de la nationalité, ces gens-là que vous citez sont évidemment aussi français que moi. Il n'y a pas de différence, nous sommes tous français parce que nous avons tous la nationalité française. Maintenant, il y a le corps social, ce que Diribarne appelle le corps social, c'est-à-dire comment le peuple français, le corps social français, reçoit ces nouveaux Français.
Vous savez, moi, je ne suis pas un Français de souche. Mes ancêtres n'étaient pas français. Ils ne sont français que depuis 1870. Donc je n'ai aucune prétention. Je ne prétends pas que mes ancêtres étaient là aux croisades. Je ne suis pas le cousin de La Rochefoucauld. Donc je sais ce qu'il faut faire pour devenir français. Et je dis que pour devenir français, mes ancêtres ont donné des prénoms français à leurs enfants. Et que c'est comme ça qu'on a été mieux acceptés. Pas toujours facilement, hein, parce que c'est pas toujours facile, mais on a été mieux acceptés par le peuple français. Et ce que je dis, c'est que ces gens-là, en donnant à leurs enfants Zinedine, Omar, etc., vous voyez, ils sont pas ostracisés, hein, ils ont eu des carrières brillantes, qui sont dues à leur qualité, mais qui sont dues aussi à l'accueil des Français, à la qualité des services publics français. Hein. Donc tous ces gens-là ne sont pas martyrisés, mais je dis qu'effectivement, c'est un signe de désaffiliation française. C'est tout ce que je dis. On est en Suisse. Ici, la part de musulmans est environ de 5%. En France, selon des études, elle est à 6-7%. Pourtant, comment on explique que chez nous ça va et pas chez vous, visiblement, alors que la proportion est similaire? Parce que je pense qu'elle n'est pas similaire d'abord. Je pense que les chiffres sont faux en France. Les chiffres donnés sont faux. Nous avons un institut de l'INED qui passe son temps à donner des chiffres rassurants. Je n'en dirai pas plus. Donc je pense que les chiffres sont faux. Et deuxièmement, je pense que nous avons... donc il y a beaucoup plus de musulmans en France. Nous avons la première communauté musulmane d'Europe. Et en plus, nous avons une tradition en France qui est l'assimilation. C'est ce que je vous expliquais pour le corps politique et le corps social. Est-ce que c'est une erreur d'avoir voulu assimiler? Écoutez, ce n'est pas une erreur, c'est ce qui a fait le génie de la France. Vous savez, l'historien Fernand Braudel disait l'assimilation a permis l'intégration en douceur de générations d'étrangers. Et si on vous écoute, ça ne fonctionne plus en France maintenant? Ça ne fonctionne plus pour deux raisons, mais je l'explique. La première, c'est que les élites françaises y ont renoncé. Justement, ils ont aboli la loi de 1993, par exemple, de Germinal en 11 en 1993. On n'a pas de telle loi en Suisse. Hein. Non, mais oui, mais vous avez tort. C'est une très bonne loi. C'est vraiment une excellente loi. Et deuxièmement, parce que justement, l'islam n'est pas une simple religion, qu'elle est une civilisation, qu'elle est une nation, et que donc nous voyons petit à petit l'émergence d'un peuple dans le peuple, qui a d'autres références, qui a d'autres héros, qui a d'autres cultures, qui a d'autres modes de vie, et qui impose tout cela dans des territoires de plus en plus nombreux et importants. Et le problème français, il est fondamentalement là, au-delà de Daesh, qui est une résultante. Les attentats et ce que j'appelle la conflagration sont une résultante de ce que j'ai appelé l'invasion, c'est-à-dire les flux migratoires, et la colonisation, c'est-à-dire ce refus de s'intégrer et au contraire d'imposer son mode de vie. Parlons peut-être un peu de la Suisse. Est-ce que vous aimez la Suisse, Éric Zemmour? J'aime beaucoup la Suisse, je connais mal, bien sûr. Vous savez, pour moi la Suisse, c'était enfant, j'allais faire du ski en Suisse, donc je découvrais le chocolat blanc. Donc vous voyez, c'est vieux. Maintenant, aujourd'hui, ce que j'aime en Suisse, c'est surtout sa démocratie directe. Je pense que avec la trahison des élites françaises et occidentales, très bien diagnostiquée il y a 30 ans par l'américain Christopher Lasch, dans la révolte des élites, je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus compter sur nos élites pour défendre le peuple. C'est pour ça d'ailleurs que le peuple se révolte, c'est ce que les élites appellent avec mépris le populisme, mais c'est la seule façon qu'a trouvé le peuple d'essayer de défendre son art de vivre. Et donc il n'y a plus que la démocratie directe pour défendre le mode de vie du peuple. En France, personne ne semble être capable de répondre à vos attentes. Même Marine Le Pen est trop à gauche, c'est ça? Nous sommes dans une impasse politique en France. Nous sommes dans une impasse politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité politique pour défendre et pour incarner la majorité sociologique et idéologique qui se devient évidente et dont je suis une des expressions. Le succès de mes livres en est une des expressions, mais il y en a beaucoup d'autres. Et c'est une vraie impasse politique. C'est pas la première fois dans l'histoire française qu'il y a des impasses politiques, c'est-à-dire qu'il y a des décalages entre la majorité sociologique et idéologique et la majorité politique. Ça se traitera avec le temps et en général, en France, ça se traite dans le sang. Mais c'est le drame français. Un pronostic pour la présidentielle? Qu'elle sera aussi inutile que celle de 2012. Vous voterez pour qui, Éric Zemmour? Ça vous regarde pas d'abord, et puis on verra bien. À chaque apparition médiatique, vous suscitez soit l'indignation, soit l'adoration. Il y a eu des centaines de plaintes déposées contre vous auprès du CSA la semaine dernière après un passage télévisé. Être détesté, ça vous excite? Vous savez, les plaintes étaient toutes
organisé, orienté, dirigé, manipulé par le Conseil contre l'islamophobie, donc c'est pas des vraies plaintes. Deuxièmement, je ne suis pas détesté, je suis au contraire très aimé, mais par les Français. Je suis détesté par une petite caste médiatique qui refuse le débat, qui aboie, qui insulte, qui invective. Ça m'excite pas, ça m'indiffère. Ça vous donne pas envie des fois de dire stop? Vous êtes père de famille, vous avez des enfants. Vous savez, ça sert à rien. Donc il faut accepter. Vos moments d'évasion, Éric Zemmour? Entre autres la littérature française. On rappelle votre livre, Un quinquennat pour rien. Merci beaucoup, Éric Zemmour, d'avoir choisi Les Mains Bleues. Merci à vous. Retour. Il dénonce l'islamisation de la France et le bilan de François Hollande. Il accepte de s'exprimer sur l'Aimant bleu. Nous l'avons rencontré mardi au Beau Rivage de Genève. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. François Hollande a été décoré hier soir du titre d'homme d'État de l'année. C'est mérité? On ne sait pas si on doit en rire ou en pleurer, quoi. C'est un peu dérisoire. On ne sait pas d'ailleurs quel est ce club qui a remis ce titre. Enfin, tout ça ne veut rien dire. Tout ça est... On est dans la dérision, quoi. Homme d'État de l'année, pourquoi pas champion du 100 mètres nage libre. Non, mais c'est vrai, c'est n'importe quoi, quoi. Donc bon, pourquoi pas. Ça lui fait plaisir au moins. Votre livre, Un quinquennat pour rien, pourquoi ne pas l'avoir appelé finalement Des quinquennats pour rien? Alors là, vous touchez juste parce qu'on a songé à l'appeler encore Un quinquennat pour rien. Donc vous voyez, vous n'étiez pas loin. Effectivement, on pourrait même dire, ça demanderait une réflexion presque institutionnelle, et moi qui ai voté contre la suppression du septennat, on pourrait même dire que depuis qu'il y a des quinquennats, les présidents ne servent plus à rien. Il y a sans doute un lien. Parce que ça les transforme en Premier ministre, parce que c'est depuis le temps que l'Union européenne prend de plus en plus de compétences, etc. Enfin, la discussion serait trop longue. Mais effectivement, on aurait pu titrer rien que des quinquennats pour rien, ou etc., etc. Vous parlez certes de François Hollande, mais le titre est un peu trompeur. C'est plutôt un pamphlet contre ce que vous considérez comme l'ennemi de la France, l'islam. Alors, c'est les deux choses. En fait, vous avez vu, il y a un bandeau qui est chronique de la guerre de civilisation. En fait, on a voulu faire deux choses. Peut-être qu'on a été trop ambitieux, mais ce qu'on voulait montrer, c'est, avec l'éditeur, on a songé à ne publier que le texte d'origine, le texte de préambule, qui aurait pu faire un livre à soi tout seul. On a voulu donner plus aux gens et donner à la fois les chroniques sur quasiment tout le quinquennat et en même temps ce texte qui est une espèce de mise en perspective des années qu'on vient de vivre. Et vous avez tout à fait raison, ce texte se suffit à lui-même. Et c'est un texte qui est d'ailleurs intitulé La France au défi de l'islam et qui explique justement en quoi la France est mise au défi par l'islam, non pas l'islamisme, non pas l'islamisme radical, tous ces mots qui ont été inventés pour dissimuler la réalité et pour fausser le diagnostic. Mais si on regarde, vous écrivez, l'islam est incompatible avec la laïcité, avec la démocratie, avec la République laïque. L'islam est incompatible avec la France. Oui. On fait quoi? On interdit l'islam? C'est très simple. L'islam est incompatible. Je peux vous détailler. L'islam est incompatible avec la laïcité parce que l'islam n'a jamais connu la laïcité, ne connaît pas la séparation entre le privé et le public, entre l'État et la religion. Première étape. L'islam est incompatible avec la démocratie parce qu'il estime que l'autorité et le pouvoir vient de Dieu. Et la démocratie, c'est, comme vous le savez, le pouvoir du peuple, comme vous le savez encore très bien en Suisse. Il est incompatible avec la République parce que la République, c'est l'indépendance de la nation et que l'islam est une nation à elle toute seule. Parce que l'islam n'est pas seulement une religion, c'est notre erreur à tous. C'est que nous pensons la religion en termes chrétiens. Or, l'islam n'est pas qu'une religion, c'est-à-dire des rituels et des prières. Mais alors on fait quoi? On interdit l'islam en France? Attendez, je finis. L'islam est un régime juridique, est un droit, et est une nation, est une civilisation, qui impose à ses pratiquants qui impose des obligations pour le moindre moment de sa vie. Donc tout ça fait que, effectivement, l'islam est incompatible avec la France. Je vous rappelle que l'islam veut dire soumission et que la France vient de franc, qui voulait dire libre. Donc vous voyez, il y a une incompatibilité totale qui est réduite par l'histoire. L'islam, c'est aussi la paix. Comment? L'islam, c'est aussi la paix. Ah oui, vous avez tout à fait raison, parce que on m'a longtemps suggéré ça, on m'a longtemps indiqué ça, que en fait l'islam a un double sens. C'est la soumission et c'est la paix par la racine salam.
Et en fait, je crois avoir compris cette double signification, c'est que on n'a la paix que dans la soumission à l'islam. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. L'islam nous a déclaré la guerre parce que nous ne sommes pas soumis complètement à l'islam. Et d'ailleurs, vous remarquerez que depuis 1989, les frères musulmans ont décrété que la France était terre d'islam. D'ailleurs, Tariq Ramadan le dénonce l'islamisation de la France et le bilan de François Hollande. Il accepte de s'exprimer sur l'aimant bleu. Nous l'avons rencontré mardi au Beau Rivage de Genève. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. François Hollande a été décoré hier soir du titre d'homme d'État de l'année, c'est mérité? On ne sait pas si on doit en rire ou en pleurer, quoi. C'est un peu dérisoire. On ne sait pas d'ailleurs quel est ce club qui a remis ce titre. Enfin, tout ça ne veut rien dire. Tout ça est. On est dans la dérision, quoi. Homme d'État de l'année, pourquoi pas champion du 100 mètres nage libre. Non, mais c'est vrai, c'est n'importe quoi, quoi. Donc bon, pourquoi pas. Ça lui fait plaisir au moins. Votre livre, Un quinquennat pour rien, pourquoi ne pas l'avoir appelé finalement Des quinquennats pour rien? Alors là, vous touchez juste parce qu'on a songé à l'appeler encore un quinquennat pour rien. Donc vous voyez, vous n'étiez pas loin. Effectivement, on pourrait même dire, ça demanderait une réflexion presque institutionnelle, et moi qui ai voté contre la suppression du septennat, on pourrait même dire que depuis qu'il y a des quinquennats, les présidents ne servent plus à rien. Il y a sans doute un lien. Parce que ça les transforme en Premier ministre, parce que c'est depuis le temps que l'Union européenne prend de plus en plus de compétences, etc. Enfin, la discussion serait trop longue. Mais effectivement, on aurait pu titrer rien que des quinquennats pour rien, ou etc., etc. Vous parlez certes de François Hollande, mais le titre est un peu trompeur. C'est plutôt un pamphlet contre ce que vous considérez comme l'ennemi de la France, l'islam. Alors, c'est les deux choses. En fait, vous avez vu, il y a un bandeau qui est chronique de la guerre de civilisation. En fait, on a voulu faire deux choses. Peut-être que de 39-45, tout ça nous a coûté beaucoup plus de morts. Là, aujourd'hui, nous sommes dans une guerre qui change complètement de nature. Les guerres que j'ai indiquées sont des guerres entre nations, qui sont issues du régime de Westphalie, c'est-à-dire entre États-nations précisément. C'est-à-dire que nous avons des États qui incarnent des nations et qui se font la guerre pour savoir quelle sera la plus puissante, qui dominera l'autre, qui dominera le continent. Nous avons en gros, en 3 siècles, eu un grand affrontement. Ici, vous étiez au balcon de cet affrontement, c'est-à-dire entre les 3 grandes nations européennes que sont la britannique, l'allemande et la française. Et nous avons eu, depuis 3 siècles, un affrontement pour la domination de l'Europe et du monde. Cet affrontement s'est fini par l'effondrement des 3 nations. Voilà. Comme ça, c'est simple. Et nous sommes tous sur protectorat américain qui est venu, tel le Deus ex machina, régler tout. Aujourd'hui, nous avons un autre type de guerre, qui est le retour à une guerre pré-westphalienne, avant le traité de Westphalie, qui revient au Moyen-Âge, qui est une guerre qu'on a connue au 8e siècle, qu'on a connue au 9e siècle, qui est une guerre faite de razzias, faite d'actions ponctuelles, qui ont très bien connu, qui ont très bien agi, qui ont très bien fomenté les tribus arabes au 7e siècle, au 8e siècle. Et nous revenons peu à peu à cet affrontement entre l'islam et la chrétienté, et en particulier entre la France, parce que, je l'explique dans mon texte, la France est le cœur de la chrétienté. Depuis toujours, c'est de la France que soit l'islam a attaqué, soit il a été attaqué. Hein, je refais cette historique, etc. Donc là, il y a un conflit millénaire qui simplement renaît de ses cendres. Pour en revenir à l'identité, dont vous parlez aussi abondamment dans ce livre, il y a la question des prénoms. Respecter la culture française, c'est donner des prénoms français. Vous le dites, le contraire, c'est s'éloigner de la France. C'est colonisateur d'appeler son fils Mohamed. Alors, vous réduisez ma pensée. C'est simple. Il y a eu en France, d'abord, la France a été évidemment une terre chrétienne, faite par l'Église, façonnée par l'Église et les rois qui étaient oints par l'Église. Donc ça, c'est indéniable dans l'histoire. Deuxièmement, à partir de la loi du 11 germinal en 11, donc c'est bien sous la Révolution, avec Bonaparte à sa tête, on est en 1803, il y a une obligation de choisir les prénoms de ses enfants dans le calendrier, donc le calendrier des saints chrétiens.
Abrogée aujourd'hui, cette loi. Abrogée depuis 1993. Et on y reviendra, si vous voulez. Moi, je suis pour le rétablissement de cette loi. Je pense que cette loi a été une des causes qui ont permis l'assimilation des populations venues de différents pays, les Italiens, les Espagnols, les Juifs d'Europe centrale, les Russes, etc. Tous se sont pliés à cette règle. Il n'y avait pas de police des prénoms, comme l'a dit un homme politique français. Il y avait simplement une pratique et avec la volonté des populations étrangères de s'assimiler au corps du peuple français et de montrer que leurs enfants participeraient et deviendraient partie intellectuelle et des prières. Alors on fait quoi? On interdit l'islam en France? Attendez, je finis. L'islam est un régime juridique, est un droit et est une nation, est une civilisation qui impose à ses pratiquants qui impose des obligations pour le moindre moment de sa vie. Donc tout ça fait que, effectivement, l'islam est incompatible avec la France. Je vous rappelle que l'islam veut dire soumission et que la France vient de franc, qui voulait dire libre. Donc vous voyez, il y a une incompatibilité totale qui est réduite par l'histoire. L'islam, c'est aussi la paix. Comment? L'islam, c'est aussi la paix. Ah oui, vous avez tout à fait raison, parce que on m'a longtemps suggéré ça, on m'a longtemps indiqué ça, que en fait l'islam a un double sens. C'est la soumission et c'est la paix par la racine salam. Et en fait, je crois avoir compris cette double signification, c'est que on n'a la paix que dans la soumission à l'islam. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. L'islam nous a déclaré la guerre parce que nous ne sommes pas soumis complètement à l'islam. Et d'ailleurs, vous remarquerez que depuis 1989, les frères musulmans ont décrété que la France était terre d'islam. D'ailleurs, Tariq Ramadan le dit quasiment crûment. Donc, si vous voulez, nous avons là une civilisation qui en défie une autre. Le mot guerre, vous l'avez employé, vous l'employez dans ce livre, guerre de civilisation. Le mot est fort, votre pays a traversé plusieurs guerres. Pourquoi celle que vous décrivez ici est plus grave que les autres? Pour l'instant, en termes de mort, elle n'est pas plus grave. Vous savez, les guerres de l'Empire, de la Révolution, la guerre de 14-18, la guerre... Peut-être qu'on a été trop ambitieux, mais ce qu'on voulait montrer, c'est, avec l'éditeur, on a songé à ne publier que le texte d'origine, le texte de préambule, qui aurait pu faire un livre à soi tout seul. On a voulu donner plus aux gens et donner à la fois les chroniques sur quasiment tout le quinquennat et en même temps ce texte qui est une espèce de mise en perspective des années qu'on vient de vivre. Et vous avez tout à fait raison, ce texte se suffit à lui-même. Et c'est un texte qui est d'ailleurs intitulé « La France au défi de l'islam » et qui explique justement en quoi la France est mise au défi par l'islam, non pas l'islamisme, non pas l'islamisme radical, tous ces mots qui ont été inventés pour dissimuler la réalité et pour fausser le diagnostic. Mais si on regarde, vous écrivez « L'islam est incompatible avec la laïcité, avec la démocratie, avec la république laïque ». L'islam est incompatible avec la France. Oui. On fait quoi? On interdit l'islam? C'est très simple. L'islam est incompatible, je peux vous détailler. L'islam est incompatible avec la laïcité parce que l'islam n'a jamais connu la laïcité, ne connaît pas la séparation entre le privé et le public, entre l'État et la religion. Première étape. L'islam est incompatible avec la démocratie parce qu'il estime que l'autorité et le pouvoir vient de Dieu. Et la démocratie, c'est, comme vous le savez, le pouvoir du peuple, comme vous le savez encore très bien en Suisse. Il est incompatible avec la République parce que la République, c'est l'indépendance de la nation et que l'islam est une nation à elle toute seule. Parce que l'islam n'est pas seulement une religion, c'est notre erreur à tous. C'est que nous pensons la religion en termes chrétiens. Or, l'islam n'est pas qu'une religion, c'est-à-dire des